Voici comment Caton le censeur, cité par Cicéron, explique les raisons de la supériorité du droit romain. La raison pour laquelle notre système politique était supérieur à ceux de tous les autres pays était la suivante. Les systèmes politiques des autres pays ont été créés en introduisant des lois et des institutions sur le conseil personnel de quelques individus, comme Minos en Crète et Lycurgue à Sparte, alors qu'à Athènes, les changements du système politique, qui ont eu lieu à plusieurs reprises, ont été le fruit d'un nombre important de personnes comme Thésée, Dracon, Solon, Clisthène et bien d'autres encore. Notre État, au contraire, n'est pas dû à la création personnelle d'un seul homme, mais de beaucoup. Il n'a pas été fondé au cours de l'existence d'un individu en particulier, mais à travers une série de siècles et de générations. Car il n'a jamais existé aucun homme assez intelligent pour prévoir tout, et même si nous pouvions mettre les cerveaux de tous dans la tête d'un seul individu, il lui serait impossible de pourvoir à tout, une bonne fois pour toutes, sans avoir l'expérience qui vient de la pratique à travers l'histoire. Pour le juriste italien libéral Bruno Leoni, nous avons pris aujourd'hui l'habitude de penser que ce sont les assemblées législatives qui, sous l'impulsion de quelques individus, confectionnent le droit et non les hommes ordinaires. On a oublié que l'élaboration de la loi était essentiellement une affaire privée, concernant des millions de gens à travers des douzaines de générations et s'étalant sur plusieurs siècles. Ce qui importe avant tout, c'est l'état de droit. La suprématie du droit est d'ailleurs la principale caractéristique de la rule of law. Comme le mentionne le vieux droit des tribunaux anglais, la loi est le bien le plus important dont le roi hérite, car lui et tous ses sujets sont gouvernés par elle, et sans elle, il n'y aurait plus ni droit ni royaume. Heureusement, il existe deux systèmes légaux qui peuvent nous servir de modèle à ce point de vue. Il s'agit du droit romain et du droit anglais. En quoi réside la sagesse de ces systèmes? En ce qu'ils ont en commun d'être indépendants de la législation pour tout ce qui concerne la vie quotidienne des gens. Dans les deux cas, la sphère individuelle est importante au cours des siècles où leurs systèmes légaux ont été les plus florissants. Ces deux systèmes partagent une idée commune. Le droit est quelque chose qui se découvre et non pas qui se décrète. Ce sont les jurisconsultes romains et les juges anglais qui se chargeaient de cette tâche consistant à découvrir le droit. Ces deux catégories professionnelles sont, dans une certaine mesure, comparables aux experts scientifiques d'aujourd'hui. On désignait d'ailleurs le droit continental comme étant le droit des juristes. La codification du XIXe siècle consista à reformuler ce droit en le réécrivant dans des codes. Le concept romain de la certitude de la loi consistait en ceci. Les changements de la loi existaient, mais n'étaient jamais soudains et imprévisibles. Pourquoi? Parce que ces changements n'étaient pas décrétés par l'autorité, mais s'étalaient naturellement et imperceptiblement dans le temps. Personne ne mettait en vigueur ce droit. Personne ne pouvait le changer par l'exercice quelconque de sa volonté personnelle. Ce droit était là. Il faisait partie de l'héritage commun de tous les citoyens. Le juriste était une sorte de scientifique. Il trouvait une solution au cas que les citoyens lui soumettaient, un peu comme un ingénieur résout un problème technique. Le droit était quelque chose qui se décrivait ou se découvrait et non pas quelque chose qui était décrété. Les relations juridiques entre les citoyens étaient placées à un niveau très similaire aux relations économiques occasionnées par le libre marché. Cela dit, le droit n'était pas moins libéré de la contrainte que le marché lui-même, car un marché vraiment libre doit nécessairement s'ancrer dans un système légal. Mais ce système légal doit être libre de l'intervention arbitraire, abrupte et imprévisible des autorités. Les juristes finirent par oublier que le rôle de l'instance législative était seulement d'énoncer un droit qui existait déjà, qui avait été élaboré au fil des siècles, et non pas de le créer ex nihilo. Passé un certain seuil, la législation devient incompatible avec la liberté individuelle, nous dit Bruno Leoni. Elle porte alors atteinte à l'initiative et à la prise de décision individuelle. Les sociétés contemporaines semblent avoir dépassé ce seuil depuis longtemps. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est en raison de l'inflation législative et de l'accroissement titanesque de l'activité quasi-législative ou pseudo-législative du gouvernement. Bruno Leoni déplore qu'en réalité, nous ne sommes plus soumis aux lois, mais aux législateurs. C'est-à-dire que nous ne sommes plus soumis à des textes élaborés au fil des siècles, mais aux caprices versatiles des majorités gouvernementales qui légifèrent à tout va. Il résume cela dans cette jolie formule. Le paradoxe de notre époque, c'est que nous sommes aujourd'hui gouvernés par des hommes. Non pas, comme l'aurait soutenu la théorie classique aristotélicienne, parce que nous ne serions pas gouvernés par des lois, mais précisément parce que nous le sommes.